Bonjour à tous. Dans cette petite vidéo, je vais vous faire un petit résumé sur la logique temporelle. La logique temporelle est une extension de la logique mathématique classique. Elle est utilisée pour décrire des propriétés, donc c'est un langage de description. Dans le cadre de notre cours, les propriétés sont les contraintes ou les exigences qu'impose le système. Les propriétés décrites en langage temporel sont vérifiées sur un modèle, soit sur un automate, soit une structure de crypte. Je vous rappelle qu'une structure de crypte, ce n'est qu'un automate ou un état transition sur lequel on a annoté les propriétés atomiques qui sont vérifiées dans les états. Pour chaque état, on trouve les propriétés atomiques qui sont vérifiées. Si la propriété est vérifiée dans un état, donc on dit que la propriété est vérifiée dans cet état, donc elle est à vrai. Si elle ne l'est pas, donc elle est à fausse. De là, on peut représenter la table de vérité des propriétés atomiques. Sur la base de ces propriétés atomiques, et que j'attire votre attention que c'est le concepteur qui annote ces propriétés. C'est le concepteur qui dit que lors de la conception, à un état donné, j'ai une telle propriété qui est vraie ou elle ne l'est pas. Et grâce à ces propriétés atomiques, on écrit par la suite des propriétés en logique temporelle, en utilisant bien sûr les opérateurs de logique temporelle qu'on va justement présenter dans ce cours. On distingue deux types de logique temporelle. La logique temporelle linéaire, c'est la LTL, Linear Temporal Logic, et la logique temporelle arborescente, CTL, Computation Tree Logic. Quoique on commence par présenter la linéaire et puis l'arborescente, sachez que dans la recherche, dans les gens qui ont commencé à initier cette notion de logique temporelle, ont commencé à réfléchir sur une logique temporelle arborescente et non pas linéaire. Alors, on verra par la suite la différence entre la LTL et la CTL. Le langage de la logique temporelle. Donc, dans le langage de la logique temporelle, on trouve l'alphabet. Donc, l'alphabet est composé des propositions atomiques que je viens de vous expliquer en faisant ce rappel sur la structure de crypte. On dit que donc les propositions atomiques, elles sont utilisées pour caractériser les états. Les propositions atomiques, elles sont écrites en la logique des propositions. Lorsque je dis proposition atomique, c'est une proposition de la logique des propositions. Elle ne peut prendre que deux valeurs de vérité, vrai ou faux. Une proposition PI est vraie dans l'état Q si PI appartient à I de Q. I, c'est la fonction justement qui ont de la structure de crypte. Vous pouvez revoir votre cours sur la définition de la structure de crypte, où vous allez trouver la définition de la fonction I. C'est une fonction qui associe à chaque état l'ensemble des propriétés qui sont vraies dans cet état. Bon, je pense que j'en ai dit trop sur la structure de crypte. Alors, ici on donne un exemple. Si x est une variable d'état qui vaut 2 dans l'état Q1, alors cette variable x égale 2 appartient à I de Q1. Donc, en plus de ces propositions atomiques, on a les connecteurs de la logique classique. Tous les connecteurs, le et, le ou, le non, l'implication et le quantificateur universel et le quantificateur existentiel. Il y a aussi même l'équivalence, je ne sais pas, là je ne l'ai pas mis. Des connecteurs temporels, voilà, maintenant on arrive au combinateur temporel. On a, dans le cadre de notre cours, on présente 4 opérateurs ou 4 combinateurs, le X, le F, le G et le U. Alors, les combinateurs temporels, on va commencer à les expliquer un à un. Alors, l'opérateur X, suivi d'une propriété P, ici P est une propriété atomique. Pour expliquer le connecteur, on met P propriété atomique.
Alors, X suivi de P énonce que l'état suivant satisfait P. X vient de next en anglais, vient du mot next, l'état suivant. Donc là, on cherche à formaliser que l'état suivant dans une séquence d'exécution dans un système, l'état suivant satisfait une certaine propriété P. On a ici l'exemple qui illustre ça. Soit donc cette succession d'états, une séquence d'exécution dans un système, et on a la propriété P, elle est vraie sur cet état. Si on considère que ce premier état est l'état courant de l'exécution, à ce moment-là, l'état suivant c'est celui-là, donc P est satisfaite à l'état suivant, donc on dit que XP est satisfaite sur cette exécution à l'état courant qui est là comme état initial. Alors, l'état courant est différent de l'état initial. L'état initial d'une exécution, généralement, c'est le début de l'exécution du système. Mais au cours de l'évolution du système, il va y avoir des états courants, c'est-à-dire le système à l'état présent. Et l'évaluation des expressions de la logique temporelle, elles sont évaluées toujours par rapport à un instant courant dans l'évolution du système. Donc dans tous les exemples qui vont suivre, moi je vais prendre toujours l'état initial de ma séquence comme état courant. Alors, voilà donc pour le XP. Le deuxième opérateur FP, F c'est pour le futur. F énonce qu'un état futur satisfait P. On lit aussi P sera vrai un jour dans le futur. Comment voir ça sur un exemple? Donc ici une séquence d'exécution. On suppose que le premier état initial est l'état courant de mon exécution. On dit est-ce que FP est vrai sur cette séquence d'exécution? Oui, parce qu'il existe un état dans le futur qui est cet état 4 dans lequel P est vrai. Pour FP, il suffit qu'il en existe un seul état, au moins un seul état qui satisfait P. Mais ceci n'empêche pas qu'il peut y avoir d'autres états qui satisfont P. Pour GP, GP énonce que tous les états futurs vérifient P ou satisfassent P. On lit aussi P sera toujours vrai. Alors pour GP, c'est simple aussi. Le G vous dit tous les états satisfont P. C'est-à-dire P est partout dans les états, à partir de l'état courant jusqu'à la fin de l'exécution. Pas à partir de l'état initial, non, à partir de l'état courant. On a P partout. Voilà donc pour les trois opérateurs, vous voyez que la signification des opérateurs est très simple. Le X, c'est le next, c'est l'état suivant qui satisfait la propriété. FP, un jour dans le futur, donc un état dans le futur satisfait P. Et GP, tous les états satisfont P. Dans le cas, dans ces exemples-là, on a le P est une propriété atomique. Mais cette propriété, elle peut être complexe. Elle peut être, par exemple, une combinaison de P et Q. Elle peut être CP implique Q. Elle peut être P et non Q, etc. C'est-à-dire, elle peut être complexe. Et c'est ça ce qu'on va voir par la suite. Lorsqu'elle va devenir complexe, comment on va évaluer les expressions. Voilà, donc on va passer maintenant au dernier, combinateur. Le dernier combinateur, c'est le U. Le U, c'est un combinateur binaire qui signifie until. Donc, pour formaliser donc le until, on a besoin de deux propriétés. Ici, les propriétés aussi sont atomiques. P1 until P2. Ça se lit. P1 est vrai jusqu'à ce que P2 le soit. Ou on peut le lire autrement, c'est-à-dire que P2 sera vrai un jour. En attendant, P1 restera vrai.
Si on voit ici sur l'exemple que je vous ai illustré, regardez à partir de l'état courant, P1 est vrai, elle est maintenue, vrai, 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 jusqu'à ce que P2 le soit. Alors, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une propriété P1 qui est maintenue vraie lors de l'exécution du système, jusqu'à ce que P2 le soit. Ça veut dire, dès que P2 l'est, après, on ne regarde plus P1. Ou bien on peut le voir autrement. On peut voir que un jour dans le futur, P2 va être vérifié, mais en attendant, dans l'évolution du système, j'ai la propriété P1 qui est vraie. Voilà, on dit P1 est vrai jusqu'à ce que P2 le soit. On peut combiner les deux combinateurs G et F, donc il y a une dualité entre le G et le F. Alors, lorsqu'on combine G, GF de P, ça se lit toujours, le G ça signifie toujours, et le F un jour dans le futur. Donc on peut dire, si on fait une traduction intégrale de l'expression, on va voir toujours, il y aura un jour un état, tel que P sera vrai un nombre infini de fois le long de l'exécution considérée. Et on dit P sera vrai infiniment souvent. Et ça signifie que, quel que soit l'état courant dans lequel on va se retrouver, FP est vrai. On va trouver P vrai un jour dans le futur. C'est l'exemple que je vous illustre ici. On suppose que le premier état est mon état courant. Si je prends le G, il me dit toujours, la propriété qui suit G. Ici, dans ce cas-là, nous avons FP. Donc, partout, je vais avoir FP vrai. Donc, en fait, pour dire que G de FP est vrai, il faut que je trouve FP partout. C'est-à-dire, je vais trouver comme ça. FP vrai ici, FP vrai là, et ainsi de suite. N'est-ce pas? Voilà. Normalement, c'est ça. Vous voyez, maintenant, notre propriété n'est plus atomique. Le G est suivi d'une propriété qui est elle-même en logique temporelle. Donc là, on va voir est-ce que ceci est vérifié en se basant sur ce qu'on a dans la séquence comme propriété atomique. Puisque il faut se baser toujours sur les propriétés atomiques. Donc, si on considère ici comme état initial, qui est l'état courant, voilà. Allez, je vais les numéroter comme ça. On va avoir quoi? Le G, il vous dit, quel que soit l'état courant, il faut trouver FP vrai. Bon, je ne vais pas dire il faut, parce que là, on cherche à évaluer, on cherche à voir est-ce que c'est vrai. Si je prends l'état 1 comme état courant, je vais dire est-ce que FP est vrai à l'état 1? Pour que FP soit vrai à l'état 1, il suffit de voir est-ce que P est vrai dans le futur, dans cette séquence. Oui, je trouve que P est vrai dans le futur. Il est vrai dans le futur, à l'état 3, il est vrai. Donc FP est vrai à l'état 1. Après, pour continuer avec l'évaluation du G, je vais passer au deuxième état que je vais considérer comme état courant. Maintenant, si cet état est considéré comme état courant, je vais me poser la question, est-ce que FP est vrai à l'état 2 de l'exécution? Pour voir que si F2 est vrai à l'état 2, je vais me dire au cours de l'exécution, est-ce que ce P est vrai dans le futur? Oui, je trouve que en fait, dans le futur, oui, il est vrai. Si maintenant je prends, si je prends l'état 3 comme état courant, et je me dis, est-ce que FP est vrai à l'état 3? Ben oui, parce que le P déjà est vrai au présent,
et on a un autre P ici qui est vrai au futur, et ainsi de suite. Donc on va trouver partout dans les... on va trouver que FP en fait est vrai à cet état, FP est vrai, il est vrai partout, donc je peux dire que G de FP est vrai. Donc là on vient d'évaluer G suivi d'une propriété qui est elle-même une propriété de la logique temporelle. Et c'est de la même façon qu'on va évaluer par la suite lorsque les propriétés sont complexes. Mais lorsqu'on va avancer, la sémantique des opérateurs va vous aider à évaluer. Alors, par contre, la propriété qui est écrite comme ça, FGP, cette fois-ci on a inversé, celle-là elle se lit à partir d'un certain moment, P sera vrai dans le futur. Là c'est simple, le F il signifie le futur, donc à partir d'un état dans le futur, on va trouver GP vrai, et GP vrai ça signifie que P vrai partout. Voilà, à partir d'un certain moment, GP est vrai, et le GP, ça signifie que P est vrai partout. Voilà donc la différence entre les deux, entre GFP et FGP. Dans le cours, on a énoncé des équivalences qu'il faut retenir essentielles pour la transformation des expressions. GP est équivalent à nom de F dans nom de P. Si vous avez dans une séquence partout P est vrai, à ce moment-là, il n'existe aucun état dans le futur. La négation là, je veux dire, il n'y a pas dans le futur un état qui satisfait non P. Voilà. Si on revient ici à GP, voilà. Si vous avez un GP comme ça, c'est clair qu'il n'y a pas un état dans le futur qui satisfait non de P, parce qu'ils sont tous à P. Voilà pour la première équivalence. La deuxième équivalence, FP, c'est équivalent à dire que il y a on considère un certain booléen true until P. C'est-à-dire, le until signifie quoi? Que P est vrai dans le futur. Et c'est la même signification de FP. Voilà. Le until, il nous dit que celle-là est vrai dans le futur. Et en attendant, là, on considère un booléen qui est vrai. Un booléen true qui est vrai. Donc, en plus des opérateurs temporels, on a les opérateurs de quantification. Et la quantification dans la vérification, dans la logique temporelle, on a introduit deux opérateurs. Il y a le A, qui est le quantificateur donc universel, A suivi de P énonce que toutes les exécutions partant de l'état courant satisfont P. Et EP énonce qu'il existe au moins une exécution partant de l'état courant qui satisfait P. C'est-à-dire, là, ils ont proposé d'autres quantificateurs. Ce n'est pas le quantificateur universel de la logique temporelle. Là, il y a le A pour la quantification sur tous les chemins d'exécution et le E pour dire qu'il y a il y a au moins un seul chemin.